Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité et bienvenue à cette édition. Et puis les hommages du monde sportif à l'ancien ministre Théophile Montjo décédé cet après-midi. Sa dépouille a été exposée au Palais des Sports du stade Général Mathieu Kérékou. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis à Porto Novo, maintenant, la première session extraordinaire de l'année du Parlement. Seul point inscrit à l'ordre du jour, la mise en conformité de la loi 2015-18 portant statut général de la fonction publique au Bénin. Et voilà le reportage de Guillaume Avienou. Ils ont été rappelés de leurs vacances par le gouvernement, une première depuis le début de l'année pour se pencher sur la mise en conformité avec la constitution d'une loi votée depuis 2015. Il s'agit de la loi portant statut général de la fonction publique, une loi de 395 articles rendant officiel, entre autres dispositions, l'âge du départ à la retraite pour les agents permanents ou contractuels de l'État à 60 ans. Une loi dont certains articles ont été déclarés contraires à la Constitution du 11 décembre 1990 en République du Bénin. Ce tableau-là présente à gauche les corrections suggérées par la Cour. Nous avons indiqué les articles concernés et à droite, nous avons indiqué les pages qui sont concernées pour faciliter un peu la lecture et le suivi. Le texte de loi amendé par la Cour des sages comprend 397 articles au lieu des 395 précédents après la renumérotation selon la Commission des lois du Parlement. Il s'agit pour les députés de déterminer la méthode à adopter pour examiner le document qualifié de volumineux avant de le valider. Afin de mieux se concentrer, les députés ont demandé une suspension de quelques jours. Mais avant de se séparer, Ablaye Gounou a émis quelques réserves sur le document. Je vais voter cette mise en conformité, mais en expirant, Monsieur le Président, qu'un jour, nous allons ramener une loi rectificative ici pour rétablir les 30 ans. Parce que quelqu'un qui avait 30 ans de carrière, je ne sais pas qu'est-ce que 2 ou 3 ans ou 4 ans vont lui faire en plus. Les députés pourraient se retrouver à l'hémicycle dans la première semaine du mois de mars pour poursuivre les travaux de la présente session. Une autre session pourrait s'ouvrir juste après pour examiner 12 propositions de loi à la demande du gouvernement. Des propositions qui font actuellement l'objet de séminaires. Et puis le ministre en charge des relations avec les institutions a rencontré hier à Porto-Novo les représentants des organisations de la société civile, une rencontre la première du genre depuis l'avènement du dit ministère à Porto-Novo, qualifiée de rencontre de précision et de cadrage. On va retrouver Guillaume Avienou et Brice Rombo à Porto-Novo. La salle rouge du ministère en charge des relations avec les institutions, occupée par des représentants des OSC et les organisations de la société civile. Ils sont invités par Joseph Djogwenou, le patron du dit département ministériel, une première depuis l'avènement du ministère à Porto Novo, la capitale du Bénin. Une rencontre qualifiée de précision et de cadrage au sujet du type de partenariat que le gouvernement du Bénin révélé voudrait entretenir avec les organisations de la société civile. L'exécutif s'engage à appuyer les OSC dans le strict respect de la loi et n'est pas disposé à donner dans le financement occulte de ces institutions. Si je le dis ainsi, c'est pour avoir la meilleure collaboration possible. C'est aussi pour faire comprendre que lorsque le rythme d'un tam-tam change, les pas de danse aussi changent. Autre sujet abordé au cours de la rencontre, la révision de la Constitution. Le gouvernement indique avoir achevé les consultations et disposé d'un texte dont l'objectif principal n'est pas de vouloir renforcer les prérogatives du chef de l'État, mais de donner plus de chance à l'expression des droits du citoyen. La réforme projette aussi le renforcement du système partisan. Il n'y a pas de démocratie de qualité sans un système partisan de qualité. La procédure devrait être lancée dès ce mois de mars, selon Joseph Djogwenou.
Et puis les populations d'Adjagbo, dans la commune d'Abomey-Calavi, sont coupées, ils n'ont pas pu bénéficier donc de l'énergie électrique dans la nuit d'hier à aujourd'hui. À l'origine, c'est un acte de vandalisme opéré sur le réseau par les individus sans foi ni loi. Ils ont emporté un coffret avec un disjoncteur compact. Daniel Ada et Jérôme Mouba sont allés faire le constat. Un coffret avec le disjoncteur compact emporté. Les voleurs de câbles de la SBEE ont encore fait parler d'eux à Calavi, à Adjagbo. Il a un organe de coupure qui se trouve à peine à 50 mètres. Ils ont défoncé le cadenas, ils ont ouvert la ligne ASTEA et facilement ils ont opéré. Parce que lorsque ça a été isolé, ils n'ont plus de courant au niveau du transport. Donc ils ont pris tout leur temps pour descendre le câble et le coffret, ils sont partis avec. Il a fallu une coupure de l'énergie électrique plusieurs heures durant pour que les autorités se rendent compte de ce vandalisme au motif de cette matière précieuse. Ils sont en quête du cuivre. Dans le câble volé, c'est du cuivre. Au niveau des compacts, du disjoncteur compact, il y a les cosses qui sont en cuivre. C'est des millions qu'on veut défoncer tout à l'heure. Non seulement les millions, la population est ça au courant. Et beaucoup pensent que c'est l'État béninois là qui dit ça. Non. L'État, tous les jours, investit des milliards dans l'électricité. Et ça doit se ressentir dans la population. C'est à répétition que ces actes de vandalisme se produisent sur les installations de la SBEE. Il faut être vigilant. Et je voudrais demander aussi au gouvernement de l'État béninois de prendre certaines dispositions, comme là où on vend les ferrailles. Le minimum que moi je peux demander, pour vendre du ferraille, il faut la quantité de la personne. Il faut un registre. Ce qu'il vend, il faut que ça soit mentionné. Et on connaît ses coordonnées. Je pense qu'avec ça, ça va limiter les dégâts. La direction régionale atlantique a pris des mesures hardies afin que soit vite rétablie la situation au profit des populations. Et puis nous mettons le cap maintenant sur le campus d'Abomey-Calavi avec cette conférence inaugurale sur la prospective stratégique pour développer. C'est un sujet novateur qui s'inscrit donc, qui s'invite au cœur donc des réflexions à l'université d'Abomey-Calavi. Reportage de Ghislain Kogué. Pour cette première conférence inaugurale au département de sociologie et anthropologie, le professeur Albert Tingbe Azalou est aux commandes. 1 heure d'horloge pour définir, expliquer et tirer les applications possibles d'un concept à première vue incompréhensible, la prospective stratégique. C'est la capacité que l'homme a d'anticiper sur les problèmes, la capacité de la réflexion devant permettre aux communautés de prévoir et de préparer, n'est-ce pas, l'avenir. Du haut de ses 39 ans d'enseignement et de recherche, le professeur titulaire des universités du CAMES soutient la prospective stratégique comme un excellent paradigme de développement. Il explique que l'appropriation et l'application de la notion devraient permettre de savoir pour prévoir et mieux encore de prévoir pour savoir. Aucun développement ne peut se faire amenant les hommes au mieux-être si ce développement fait objet d'un pilotage à vue. Il s'agit, dans un monde en pleine mutation, de rouler vite. Et en roulant vite, il faut que les phares portent plus loin. Présent dans l'amphithéâtre, un ancien étudiant du professeur, lui-même docteur. L'utilité pratique de la prospective dans l'élaboration des politiques publiques de développement. Et il a étayé largement en parlant par exemple des études nationales de perspective à long terme à l'AFIA Bénin 2025. Albert Tingbe Azalou invite à ce qu'il appelle l'indiscipline intellectuelle pour penser et concevoir le développement autrement. Et puis l'accès aux terres cultivables, une équation à double inconnue pour les producteurs, notamment ceux périurbains. Alors le problème est perceptible sur le plus grand site de maraîchage à Awiro, à Cotonou. Près de 205 maraîchers se partagent un petit lopin de terre. Kourou Saboulaye nous en parle à travers cette enquête. Des moyens de bord pour la routine. Lucie s'affaire à nourrir ses plants. 1 mètre sur 6, soit 20 planches, sont loin de combler les attentes de cette maraîchère. Ça nous ferait plaisir si vous pouvez nous aider à avoir une centaine de planches. Depuis plus de 20 ans, la quinquagénaire, installée sur ce site en plein cœur de Cotonou, n'a pas réussi à étendre ses 12 mètres carrés de superficie. C'est mon bureau. Ça fait plus de 2 décennies que j'occupe cet espace.
Mais je n'ai qu'une petite portion de terre pour pratiquer cette activité de maraîchage qui me permet de subvenir aux besoins de ma petite famille. Mon souhait est de trouver un espace plus grand. Environ 250 maraîchers se partagent 12 hectares sur le site de Weiho. Pas d'alternative pour décongestionner cet espace de culture. Il y a les collègues maraîchers qui font la demande plusieurs pour qu'on puisse agrandir la surface culturelle, mais il n'y en a pas. Le problème se pose, donc nous sommes coincés ici sur les 12 hectares. Cet avertissement sur le Bénin symbolise la thésaurisation des terres cultivables au Bénin. Des statistiques de 2012 du syndicat national des paysans du Bénin, Synergie Paysanne, montrent plus de 200 000 hectares de terres cultivables accaparées au Bénin. Mais le nouveau code foncier et domanial offre des pistes de sortie. Vous allez voir aux articles 370, il est demandé aux maires de mettre à la disposition des paysans les terres agricoles qui sont thésaurisées. Toute personne qui a fait la demande doit en avoir droit. Mais il se fait que le propriétaire de ces terres doit donner son autorisation dans une période d'1 an. On a vu que c'est trop. Il est au Bénin, ici, on peut le toucher en 3 mois, on peut régler ça. Plus loin, le code accorde des facilités aux producteurs en quête de terres cultivables. C'est à travers des contrats types de location de terre. On a les contrats de location de terre, de prêt de terre à titre gratuit. Avec le code actuel, on peut même passer la terre et planter des arbres là-dessus. Or, avant, quand ce n'était pas écrit, c'est comme si celui qui a passé la terre, il a planté l'arbre là-dessus, il devient propriétaire. Et ce qui fait que les gens étaient très réticents pour passer leur terre à cet effet-là. L'accès des producteurs aux terres cultivables au Bénin, condition pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Un incendie est survenu hier au quartier Zongo à Boikon. L'origine du feu, du sinistre, est jusque-là inconnue. La promptitude des sapeurs-pompiers a permis de limiter les dégâts. Gilles Danseau pour le reportage. Le feu a encore dicté sa loi. Grâce à la promptitude des sapeurs-pompiers, il a été arrêté dans sa furie. Heureusement, pas de perte en vies humaines. L'incendie se produisait au quartier Zongo à Boikon. Explication. Pour le moment, personne n'ose nous dire exactement la cause de l'incendie. Le feu était tellement grand que nous on a pu chercher à se renseigner avant de l'éteindre. Le feu a commencé par embraser des chambres. On a dû maîtriser rapidement, c'est-à-dire arrêter la propagation. Bon, pour le moment, les choses sont consumées complètement, donc on ne peut pas réellement dire les choses qui étaient là quand il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu de blessés. Des témoignages sur place. Les noués non j'ai bon, pas jamais à donner mal, donne les colères. Et ma blubber, à ce water lady, à nous des nature et une tête en média. On a tout ramassé les bagages qui est dans les chambres. Après ça, il y a un truc qui est dehors, on a tout ça ramassé. Oh ouais, sans problème. Des précautions doivent être prises pour éviter ces situations malheureuses. Et puis, l'Institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux de l'Université de Paraco vient d'être doté d'un bâtiment flambant neuf grâce à l'accompagnement technique et financier de l'Agence belge de développement Ronald Robinson et Théodore Gandieko. Créer et rendre fonctionnel l'Institut de formation des soins infirmiers et obstétricaux, c'est désormais chose faite ce 23 février 2017. Et le recteur de l'Université de Paraco peut se frotter les mains grâce à ses partenaires techniques et financiers belges. Nous voudrions encourager la tutelle à accompagner l'IFSIO dans un processus d'assurance qualité afin de cheminer vers la certification au niveau national et sous-régional dans le cadre du programme de l'Organisation ouest-africaine de santé. Nous allons y sortir les licenciés en soins infirmiers obstétricaux. Les meilleurs vont suivre donc les cours de master, aussi bien professionnels que master de recherche. Les meilleurs iront au doctorat. Nous ferons de vous des cadres qualifiés qui auront la possibilité de s'inscrire sur les différentes listes d'attitude du CAMES. Beaucoup d'ambition et de promesses portées par ce joyau de plus de 200 millions de francs CFA.
Ces locaux comptent 3 salles de cours, 2 salles de travaux pratiques, une bibliothèque, une salle informatique et un bloc administratif, tous équipés. Pour accéder à l'Institut, il faut prendre part à un concours organisé par la direction des examens et concours du ministère de l'Enseignement supérieur. Il faut être titulaire du baccalauréat D ou C. L'entrée se fait également sur étude de dossier organisée au niveau du ministère. Je voudrais, au nom du gouvernement de la rupture et des populations béninoises, remercier particulièrement le Royaume de Belgique à travers l'Agence belge de développement, qui est l'artisan principal de tout le processus ayant conduit à l'événement de ce jour. La balle est dans le camp des 207 infirmiers et sages-femmes d'État en formation et qui portent désormais l'espoir à l'accès à de meilleurs soins de santé au Bénin. Vient de paraître sous la plume du professeur émérite Adrien Rouanon, l'ouvrage intitulé Jean Pliat, l'humaniste. C'est un recueil de communications et autres actes issus du colloque international tenu du 12 au 14 mai 2016. Les textes présentés par le professeur Rouanon retracent la vie de l'illustre disparu à travers son œuvre et ses écrits. Vous suivrez cet élément dans notre édition de 23h. À l'étranger, maintenant en France, précisément, Emmanuel Macron et François Bayrou sont désormais officiellement liés dans la campagne présidentielle. Les deux hommes se sont rencontrés hier à Paris. 3 quarts d'heure d'entretien, une photo et une déclaration commune. L'entente entre François Bayrou et Emmanuel Macron a été scellée au grand jour dans un restaurant parisien. Reportage. En France, Emmanuel Macron et François Bayrou sont désormais officiellement alliés dans la campagne présidentielle. Les deux hommes se sont rencontrés jeudi à Paris. La veille, François Bayrou avait annoncé renoncer à une 4e candidature et formuler une offre d'alliance à l'ancien ministre de François Hollande qui doit présenter aujourd'hui son programme économique. L'étape franchie hier, la décision que nous avons prise ensemble d'alliance, est à mes yeux un vrai tournant, non seulement de cette campagne, mais également de la vie politique française, parce qu'elle matérialise, ce faisant, la capacité en acte de revenir sur des clivages classiques de notre vie politique. Les derniers sondages montrent une légère progression d'Emmanuel Macron, sans qu'on puisse l'attribuer au ralliement de François Bayrou. Quand tu n'es ni de gauche ni de droite, en fait tu es de droite, c'est tout. Et les Français, ils n'ont pas besoin d'une politique de droite en ce moment, ils en ont déjà eu une. C'est un juste milieu et je suis très content de cette alliance avec le centre. Au fond, ça me va très bien. Cette alliance inquiète surtout la droite et son candidat François Fillon, dont l'image souffre des affaires qui s'accumulent autour de lui. Il se maintient au-dessus des 20% d'intention de vote, au coude à coude avec Emmanuel Macron, derrière la candidate du Front National. Et puis après une réunion avec le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, le maire de Budapest annonce le retrait de la candidature hongroise pour les Jeux Olympiques 2024. Paris et Los Angeles restent les 2 seules villes encore en lice pour organiser les JO 2024. Reportage. Candidate à l'accueil des Jeux Olympiques de 2024, la ville de Budapest vient finalement de déclarer forfait. Une pétition locale avait récolté ces dernières semaines près de 266 000 signatures pour demander l'organisation d'un référendum local et s'opposer aux Jeux de Budapest, un camouflet pour le gouvernement de Viktor Orbán. Les JO étaient un bon sujet de débat, explique cet opposant, pas seulement pour savoir si nous devions ou non organiser ces Jeux, mais parce qu'il s'agissait de discuter des priorités pour notre pays. On a eu l'opportunité d'en débattre et cela n'était plus arrivé depuis des années. Mais Viktor Orbán et ses amis ont abordé ce débat de manière lâche. Outre la pétition, de récents sondages indiquaient également qu'une majorité de Hongrois étaient contre la candidature de Budapest, essentiellement en raison de son coût. Dès lors, le gouvernement en a tiré les conclusions qui s'imposaient. L'unité et la coopération qui semblaient prévaloir au début s'est bloquée ces derniers mois, explique ce responsable. C'est pourquoi le gouvernement a estimé qu'il n'était pas raisonnable que la ville de Budapest et le comité national olympique continuent de prendre part à cette compétition. Avec ce retrait, seules les villes de Paris et de Los Angeles sont désormais en lice, aux grandes dames de nombreux Hongrois. La victoire de la société civile dans ce bras de fer avec Viktor Orbán laissera aussi des traces.
Eh bien, ce journal va se refermer. Merci pour votre fidélité. À 23h, Jérôme Moubo pour le JT Soir. Vous aurez l'opportunité de découvrir d'autres sujets très importants que nous n'avons pas pu diffuser dans le 20h. Vous les suivrez dans le 23h. Et cette édition, vous pourrez la retrouver sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci et bonne soirée chez vous.